Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler Formule 1. Je sais pas quand on va paraître cette vidéo, mais je la tourne le lundi juste après le Grand Prix, donc normalement elle sera en ligne demain. À part si avec le Tour de France il y a encore des petits soucis de mise en ligne, pas de ma faute, mais YouTube a décidé de faire des siennes et ma connexion internet aussi. Quand les deux se mettent ensemble, c'est un peu énervant. On va faire les notes de ce Grand Prix de Belgique, un petit peu le carnet de notes. Que s'est-il passé pendant ce Grand Prix? Grand Prix qui est un petit peu particulier, ambiance morose. Oui, c'était les 1 an de la mort d'Antoine Hubert ce week-end, donc il y avait une ambiance qui était assez difficile, même du côté de la Formule 1. On a eu des petites nouveautés également en termes de règlement. On a le droit à un peu plus de monde, 10 personnes supplémentaires, ça sera à partir de Monza. On a le droit d'avoir également un peu plus... on a le droit d'avoir des motorhomes, désormais de manière un peu plus importante. Et puis, surtout, c'était le dernier Grand Prix où on avait le droit d'utiliser le mode fête pour les qualifications. Alors, vous savez, c'est ce mode moteur qui permet d'augmenter la puissance pendant un bref moment sur un tour, mais qui fragilise le moteur, donc il faut l'utiliser avec parcimonie, ce mode fête. Et c'était la dernière fois, on avait le droit à un mode moteur qualification. À partir du Grand Prix de Monza, il faudra utiliser un mode moteur traditionnel. Je ne sais pas comment ils vont réussir à surveiller ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a des dizaines de modes moteurs différents. Les modes moteurs, c'est quelque chose, depuis 2014, on en a des dizaines et des dizaines. Donc je ne sais pas comment la FIA va faire pour contrôler ce genre de choses. Grand Prix qui a été animé, on a eu un énorme crash entre Giovinazzi et Russell. Giovinazzi qui s'est crashé au 9e tour, tout seul, il est parti à la faute tout seul, et en fait sa roue s'est détachée de la voiture et a frappé la voiture de Russell. Alors normalement ce genre d'accident ne devrait pas arriver en F1, parce qu'on a un câble qui maintient la roue à la voiture, un câble qui résiste à des forces assez incroyables, et là le câble s'est rompu lors de l'accident de Giovinazzi. Pourtant l'accident n'était pas violent, l'accident de Giovinazzi, donc il va falloir voir pourquoi ce câble s'est rompu, pour quelle raison, et la FIA a décidé d'enquêter sur cet accident pour éviter qu'il y ait des roues qui se baladent comme on voyait il y a encore ça une dizaine d'années. Parce que le câble qui attache la roue à la voiture, c'est assez récent. On voyait ça assez régulièrement en F1, ces roues qui se baladent. Il faut savoir qu'une roue, c'est très lourd, ça pèse 40-50 kg. Et que lancer à 250 km/h, ça fait pas du bien dans la tête. Très clairement. Donc voilà. C'est l'information, on va dire, un petit peu à noter de ce Grand Prix. On va passer tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, j'ai fait une petite pause qui ne servait à rien en passant, parce qu'il n'y aura pas d'habillage pour cette vidéo, parce qu'on est en pleine période du Tour de France, et qu'en termes d'encodage, sinon ça va prendre 3 plombs. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Esteban Ocon, 15 sur 20 pour Esteban Ocon. Pourquoi? Très bon Grand Prix du Français. Renault est de retour. Enfin, c'est surtout que Renault est performant sur ces pistes-là, ces pistes de vitesse. L'année dernière, ils avaient fait 4 et 5 à Monza. Je crois qu'à Spa, ça s'était pas très bien passé par contre l'année dernière. Mais c'est des circuits qu'ils apprécient, les circuits de vitesse. Et cette année, on en a quand même quelques-uns. À Bahreïn aussi, normalement ils sont performants. L'année dernière ils avaient abandonné, mais normalement ils auraient dû être 5 et 6 à Bahreïn. Voilà, les circuits de vitesse où il faut peu d'appui, ça correspond très bien au châssis de la Renault. La Renault supporte un peu moins bien les circuits avec des virages à basse vitesse, comme la Hongrie, comme les circuits en ville, où normalement, quoique l'année dernière à Monaco, c'est vrai que Ricciardo avait fait 6ème sur la grille de départ, mais c'est des circuits où la voiture marche un peu moins bien quand même normalement. Et là, 15 sur 20 parce que une 5e place et son meilleur résultat depuis son retour en Grand Prix. Belle bagarre avec Alexander Albon qu'il a réussi à battre en fin de course. Belle bagarre également avec Lando Norris. Il a fait preuve de beaucoup d'intelligence également, je trouve, pendant cette semaine. L'écart avec Ricciardo, même s'il est encore à mon goût un peu trop important, c'est quand même réduit, il faut le dire également. Donc voilà, 15 sur 20, ça note tous ces progrès-là, en fait, de la part d'Esteban Ocon, qui fait pour le moment une saison intéressante. Je ne sais pas combien il est au championnat, en passant, je n'ai pas vérifié. Au championnat, il est 10e.
C'est le meilleur français pour le moment au championnat, donc c'est une saison solide qu'il réalise Esteban Ocon. Et il montre quand même à Fernando Alonso qu'il faudra aller le chercher, parce que je pense pas qu'il va se faire avoir comme avec Perez. Je pense qu'il va montrer les crocs un peu plus rapidement, Esteban Ocon. Avec Perez, je sais pas si vous vous souvenez, mais sa première demi-saison chez Force India, il laissait Perez faire, et puis ensuite il avait montré un petit peu les muscles. C'est là où c'est allé un petit peu au clash avec Perez, mais on sait que Perez n'est pas le pilote le plus intelligent, et on en reparlera quand on parlera de Pierre Gasly ou quand on parlera de lui dans la suite de cette vidéo. On continue avec Pierre Gasly, 12 sur 20 pour Pierre Gasly. Vous allez me dire, je suis un peu sévère, il finit 8ème du Grand Prix à 47 secondes. 8 sur 20 pour les qualifications. Mais je suis sévère quand même. Ça pouvait valoir un 13 ou un 14. Du côté de Pierre Gasly, non, c'est parce qu'il s'est fait battre pour la première fois par Daniel Kiat, son équipier. Et que ça, c'est toujours un petit peu rageant quand même de se faire battre par son équipier, surtout quand c'est Daniel Kiat et qu'on sait que l'année prochaine, Daniel Kiat ne sera peut-être plus là si Tsunoda continue ses belles performances du côté de la Formule 2. Ou si Albon est rétrogradé également, et on ne sait pas, il y aura peut-être un échange de pilotes entre Albon et Pierre Gasly, on verra comment ça se passera l'année prochaine. Mais Pierre Gasly 12 sur 20, parce que la qualification est un peu moins bonne. Par contre, sinon course solide, il a fumé une des Ferrari à un moment, c'était magistral avec des pneus hard, alors que la Ferrari était avec des softs ou des médiums, je ne sais plus, c'était Leclerc ou Vettel. Mais il te l'a fumé en ligne droite. C'est là où on a vu que chez Ferrari c'est quand même la crise. Il a dépassé Perez, et l'action sur Perez, chapeau monsieur Gasly. Il fallait avoir du courage pour s'attaquer à Perez de cette manière, à cet endroit là, quand on connaît le passif de Sergio Perez avec Esteban Ocon au même endroit. C'était il y a 3 ans, je crois déjà. Et puis en course, il était quand même largement devant Daniel Kiat. Il avait un meilleur rythme que Daniel Kiat, malgré une stratégie qui, au final, n'était pas la meilleure. C'était la meilleure s'il n'y avait pas de safety car. Pas de pot, il y a eu un safety car. Donc ce qui fait qu'il a commencé avec des pneus durs, contrairement à tous les autres pilotes qui étaient en soft ou en médium. Lui, il est parti avec des pneus durs. Et l'objectif était de s'arrêter au 35e tour, à peu près, je pense. Je sais plus quand il s'est arrêté. Il s'est arrêté tard. J'ai pas ouvert mon petit carnet rouge, enfin mon cahier, comme le cahier de Mao Zedong. Il s'est arrêté au 27e tour. Je pense que l'objectif c'était d'aller 27e, 28. C'était d'aller un peu plus loin avec les pneus durs pour ensuite passer des softs. Et le problème, c'est qu'on s'est aperçu au fur et à mesure du Grand Prix que les pneus durs en fait ne cloquaient pas. Miracle cette saison avec Pirelli, mais s'usaient de manière assez rapide, et qu'il y avait beaucoup de difficultés à obtenir du grip, surtout sur les phases de freinage en fin de Grand Prix. Et tous les pilotes qui s'étaient arrêtés lors du safety car ont souffert. Ensuite, et Gasly les a mangés, tout simplement. Et donc il a fait une course d'attaquant, comme l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Grand Prix de Spa, où il avait fait une course également d'attaquant. Lui qui arrivait chez Toro Rosso à Spa, ça avait été très complexe. Entre la mort d'Antoine Hubert, le fait d'arriver chez Toro Rosso, d'avoir été rétrogradé pendant l'été, c'est là où on a vu qu'il y avait du caractère chez Pierre Gasly, qu'on n'avait peut-être pas autant décelé auparavant. C'est là qu'on s'est dit, il y a quand même du champion en lui. Et il nous l'a montré ensuite sur la suite de sa saison avec AlphaTauri, que oui, chez Red Bull c'était un problème de management, c'était pas le talent qui n'était pas là pour Pierre Gasly, et là il nous le montre encore cette saison. C'est vrai que quand on regarde la saison de Pierre, très constant, des très bons résultats, quasiment tout le temps là en Q3 aussi. C'est un pilote qui est très présent en Q3, c'est lui qui apporte les points à son équipe également. Donc voilà, vraiment un très bon travail de la part de Pierre, et qu'il continue ainsi dans cette équipe. Il est quand même au championnat pilote, il est quand même devant Sébastien Vettel. C'est quand même pas mal quand on a une AlphaTauri d'être devant un pilote Ferrari. On finit du côté des Bleus avec Romain Grosjean, 8 sur 20 pour Romain Grosjean. Week-end encore pas simple avec le moteur Ferrari, mais en plus avec une Haas
Il n'a pas roulé du vendredi quasiment. Ils ont fait une dizaine de tours le vendredi. Pas mal de problèmes techniques, moteur, batterie. Ils ont changé énormément de pièces pendant la première séance d'essai libre. C'est quand même con de pas s'en être aperçu avant qu'il y avait des problèmes au niveau du moteur. C'est pas comme si chez Haas on était compétent. Chez Haas, c'est quand même chaque année un petit peu la même chose. C'est-à-dire que tu t'aperçois qu'il manque de la compétence dans cette équipe. Les ingénieurs, on pensait que les ingénieurs avaient été virés l'année dernière. Vous savez, ces fameux ingénieurs qui ne croyaient pas les pilotes, il semblerait qu'ils soient toujours là. Et en plus, ça manque un petit peu de compétences, peut-être également du côté des mécaniciens. C'est quand même une équipe qui rate aussi des arrêts au stand assez régulièrement, qui a du mal à comprendre que la F1 c'est du travail et que ça coûte très cher également. Et c'est un peu dommageable. Mais du côté de Romain Grosjean, donc le fait de ne pas avoir roulé le vendredi, ça vous coûte quand même pas mal de temps. Et pourtant, en qualif, il est devant Magnussen. Ça, c'est ce qu'on lui demande, c'est bien d'être devant son équipier. Pas très loin des Ferrari aussi en qualification, mais surtout en course. Il y avait un rythme meilleur que Vettel. Et un rythme très proche de Leclerc. Dommage, il a raté son départ. Sur les phases de départ, ils ont des problèmes. Il l'a indiqué de toute façon à Canal+, qu'il avait énormément patiné encore sur le départ. Mais bon, c'est pas comme si Haas n'avait pas compris que le départ, c'est très important également en Formule 1 pour éviter de perdre 4 positions et d'être obligé de faire des remontées qui sont quasiment impossibles aujourd'hui en Formule 1 quand vous avez un moteur Ferrari et surtout à cause des perturbations aérodynamiques. Mais du côté de Romain Grosjean, donc moi je note 8 sur 20 parce que devant son équipier en qualif et en course, un rythme aussi performant que les Ferrari, mais il en manque pour battre les Ferrari. S'il avait battu les Ferrari, il aurait la moyenne, hein, Romain Grosjean. Et surtout, petite déception pour moi, du côté de Romain Grosjean, c'est qu'ils aient pas tenté encore quelque chose en termes de stratégie. C'est un peu dommageable du côté de chez Haas, mais après, bon, je reviens pas sur les effets de Haas et le fait que du côté de Romain Grosjean, je pense qu'il n'a pas assez cru en ses chances d'aller chercher Leclerc, d'aller bloquer Leclerc. Et je pense qu'il en avait la capacité. Il manquait un petit peu de confiance en lui, Romain Grosjean. Après, moi j'aime bien son attitude quand même envers le moteur Ferrari déjà et envers son équipe également, parce que je pense que quand votre voiture est jamais prête correctement, au bout d'un moment ça doit un petit peu vous taper sur les nerfs. Les pilotes au top. Du côté de la F1, on va aller assez vite pour les pilotes au top. J'ai fait des coupures, qu'il n'y a pas besoin de faire des coupures, on coupera ça au montage. Vous ne le verrez absolument pas. Fantastique. On commence avec Hamilton, 18 sur 20. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur Hamilton ? Je mets 18 sur 20 parce qu'il a un peu mal géré les pneus. Je suis méchant. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Cette année, il est au-dessus. Hein. Le 7e titre, il va tout droit. Il faudrait lui casser les deux jambes. Et encore, même en lui cassant les deux jambes, il arrivera à revenir en 2 jours. Hamilton, cette année, non, il est intouchable. Il est intouchable. En qualif, en course. Cette année, il est imbattable. Il est imbattable. Il a certes la meilleure voiture, mais il colle 5 dixièmes à Bottas en qualif. Hein. À 8 secondes en course, alors qu'il y a un safety car. C'est colossal. Colossal. Je sais pas où il va s'arrêter, Hamilton, cette année. Mais il est bien parti pour battre le record de victoire au Mugello. Et ce qui serait quand même un petit peu mythique lors du 1000e Grand Prix de Ferrari. Ce qui aurait de la gueule au Mugello, qui était un circuit apprécié par Michael Schumacher en essai, qui a été limé par Schumacher en essai. Oui, je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Je suis pas très intéressant sur Hamilton, mais bon. Quand c'est parfait, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. On continue avec Bottas. 14 sur 20 pour Bottas. Pourquoi 4 points d'écart ? Et vous verrez 2 points d'écart avec Verstappen. Tout simplement parce que c'est pas normal d'être à 5 dixièmes de son équipier. Ça déjà c'est surtout quand vous appelez quand même Bottas avec une Mercedes.
Et puis, on a bien compris que chez Mercedes, c'était devenu de nouveau le numéro 2. Il a encore raté sa chance cette année pour le titre. Parce que il en manque très clairement. Il a été que très peu devant Verstappen, alors que le moteur Mercedes est quand même au-dessus du moteur Honda. Donc ça, c'est pas non plus normal de la part de Bottas. La discussion avec Toto Wolff et tout le bordel sur son attaque mode, de toute manière, même en début de course, il n'était pas en capacité d'aller dépasser Hamilton. Donc je vois pas pourquoi il nous a baragouiné pendant 3 plombes avec son attaque mode. Et puis même ça montre très clairement qu'il est de nouveau le numéro 2. Parce que si c'était Hamilton qui avait été dans cette situation, on aurait dit oui, mais rapproche-toi quand même pour activer l'attaque mode. Et là on lui a pas dit ça, on lui a dit non, on avait dit qu'on faisait pas d'attaque mode l'un contre l'autre. Donc voilà, c'est la différence quand vous passez numéro 1 à numéro 2, mais en même temps, là, en termes de performance, il est en dessous. Pour le moment, Bottas, et je crois qu'il l'a compris, et même mentalement, tu le sens. C'est un peu comme sa première année chez Mercedes. Et encore, même plus que sa première année chez Mercedes, peut-être la deuxième saison chez Mercedes. Tu sens vraiment une attitude. J'arriverai jamais à le battre. Comme l'attitude d'Eddie Irvine, un petit peu chez Ferrari face à Schumacher, qui avait un petit peu cette même attitude-là. Et de toute façon, même si Hamilton se cassait les jambes, je pense que Bottas aurait beaucoup de mal à obtenir le titre face à Verstappen. Parce qu'il n'est pas dans cette... Mentalement, il est pas armé pour aujourd'hui, Bottas. Là, on le voit, dès que ça va un peu moins bien, il est totalement absent. On continue avec Verstappen, 16 sur 20 pour Verstappen. Là aussi, pas grand-chose à dire pour Verstappen. Pas d'erreur depuis le début de saison. Mais pas en capacité de battre Mercedes aussi. Alors Spa est pas forcément le circuit idéal pour la Red Bull, même si je crois que c'est l'un des meilleurs Grands Prix de Spa qu'a effectué Red Bull de toute la carrière de Red Bull en F1. Ils ont rarement été performants à Spa, même à l'époque où ils dominaient. Mais pour Verstappen, il n'y a rien à faire. Même lui, il l'a dit en interview, il s'est fait chier en course parce que devant c'était loin, derrière c'était loin. Le fait que je mette 16, c'est ma petite déception pour moi, c'est qu'il n'ait pas réussi à prendre plus d'avance face à la Renault. Parce qu'il a pris que 17 secondes d'avance, ce qui est pas... Enfin, on sait c'est un autre monde, Red Bull et Renault normalement, donc ils auraient dû être un peu plus devant, surtout qu'en fin de course, il a énormément relâché. Ce qui fait que Ricciardo s'est retrouvé vraiment pas loin de Verstappen, il y a 3 secondes d'écart, mais il a relâché pas mal. Mais du côté de Verstappen, ouais, j'ai pas grand chose à dire, à part que il fait le maximum avec le matériel qu'il possède, mais cette année Mercedes est vraiment trop fort, il y a un gap, il y a un écart en performance qui est vraiment trop important. Je pense qu'en Italie ils auront du mal, par contre il faudra faire attention à eux en Toscane et peut-être également en Nürburgring, parce que le châssis est de qualité, et donc c'est des circuits où il y aura un peu moins besoin de moteur, donc ça pourrait vraiment les aider du côté de chez Red Bull. On termine avec Ricciardo pour les pilotes au top, 16 sur 20 pour Ricciardo. Pourquoi ? Parce qu'il a fini devant Ocon, qui en course, il était quand même largement devant Ocon. Il a dépassé très rapidement Albon, voilà, il n'a pas été gêné de tout le Grand Prix, qu'il avait un très très bon rythme, qui réalise le meilleur tour en course. Puis ça fait du bien de voir Ricciardo avec de nouveau le sourire. Les dernières, ça m'avait fait un peu de la peine quand même de le voir autant en difficulté, Daniel Ricciardo. Puis je m'étais dit, bon, est-ce qu'il a encore le mojo ? Est-ce qu'il a encore ce truc ? Parce que déjà la fin de saison avec Red Bull avait été difficile avec pas mal de problèmes techniques. Et là, j'ai retrouvé le vrai Ricciardo, le Ricciardo avec le sourire, le Ricciardo performant, le Ricciardo qui, quand il est au top, est quasiment l'un des meilleurs pilotes au monde. Et là, on l'a vu, et en qualification aussi, parce qu'il est pas loin, en qualif. Il a 8 dixièmes, il est qu'à 3 dixièmes de Verstappen. Et il colle quand même 3 dixièmes à son équipier. Et en course, il colle aussi 21 secondes à son équipier. Donc, gros travail de la part de Ricciardo. Donc, à lui de poursuivre sur cette lancée pour la suite de la saison.
On passe aux pilotes moyens. Du côté des pilotes moyens, je commence avec Norris, 13 sur 20 pour Norris. 7ème, Grand Prix solide. Dommage qu'il soit derrière Sainz en qualification parce que c'est pas habituel pour Norris. Mais 7ème, comme il aurait dû l'être l'année dernière, je crois me rappeler, quand il avait eu ses petits problèmes techniques, où il était 5ème à ce moment-là. Non, il était peut-être 5ème à ce moment-là. Lando Norris. Mais il est solide. Il finit pas loin d'Alexander Albon. Pourtant, avec une stratégie qui n'était pas forcément facile. Surtout que je pense que Albon avait la meilleure stratégie avec les médiums, parce que les médiums n'avaient pas l'air de s'user énormément, alors que les pneus durs étaient pas faciles à manier en fin de Grand Prix, et pourtant il revenait très fort sur Albon. Ça reste solide, ça reste une valeur sûre désormais Norris, et donc c'est intéressant de le voir encore aux avant-postes. 2 pilotes à 11, on commence avec Sainz, son équipier. Pourquoi je mets 11? Parce qu'il a fini devant lui en qualification et qu'en essai il était très fort. Par contre, il n'a pas pu participer à la course, donc c'est difficile de noter Sainz. Je suis parti d'une base de 10 parce que je ne peux pas lui en vouloir d'avoir eu un problème technique au niveau du moteur qui a conduit un problème aux échappements. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Même McLaren ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ils attendent le retour de Renault. Mais Sainz, je peux pas vraiment noter Sainz, donc je mets 11 sur 20 parce que il a été devant Norris en qualification, ce qui lui est pas arrivé souvent cette saison. 11 sur 20 également pour Raikkonen. Pourquoi 11 sur 20 pour Raikkonen? Parce que devant les Ferrari, et ça mérite déjà beaucoup de choses. Alors après, le moteur il est lamentable, mais on sent qu'Alfa Romeo arrive à mieux faire fonctionner sa voiture avec peu d'appui que chez Ferrari. Peut-être qu'il devrait prendre exemple sur Frédéric Vasseur. Pourquoi pas recruter Frédéric Vasseur du côté de chez Ferrari, parce que Mattia Binotto, je suis pas sûr que ce soit l'homme qui soit en capacité de redresser la Scuderia. Puis du côté de Raikkonen, c'est qu'on a enfin retrouvé un peu de Raikkonen, il avait un peu disparu depuis le début de saison. Alors c'est peut-être le chant du cygne pour Raikkonen, parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'il reste en Formule 1 à la fin de saison, fin l'année prochaine. Mais là, il a montré qu'il savait encore piloter une voiture rapidement, qu'il savait encore prendre des risques, qu'il savait encore faire des dépassements, parce que sur Vettel, il y allait. Donc voilà. Beau week-end de la part de Kimi Raikkonen, même si au niveau comptable, ça marque pas de points. Et puis, donc à 11 sur 20, j'ai fini tous mes pilotes à 11 sur 20. On passe aux pilotes à 9 sur 20 du côté des pilotes moyens. Les Force India, je vais faire un lot complet. Stroll, Perez. Décevant Force India parce que là, c'est un circuit rapide. Un circuit où normalement ils auraient dû être devant grâce à la puissance du moteur Mercedes, grâce normalement à la qualité de leur châssis, et pourtant ils n'ont pas réussi à être vite. Je pense qu'ils n'arrivent pas du tout à utiliser le package Mercedes 2019 qui est pourtant un package très fort, très performant. Peut-être aussi que le souci de la Mercedes qui était de ne pas réussir à rouler en peloton, ça leur pose énormément de problèmes. Et c'est vrai que la Mercedes, on l'a toujours dit, mais c'est une voiture qui n'aime pas rouler dans de l'air sale. Peut-être ça le souci de Force India. Il y a aussi la stratégie un peu étonnante avec Perez de le laisser en piste avec des softs alors que tout le monde s'arrêtait au stand. On n'a pas vraiment compris pourquoi. Est-ce que c'était pour finir derrière Stroll? Peut-être, mais même avec cette erreur stratégique, il finit quand même à 5 dixièmes de Stroll. Mais d'un côté comme de l'autre, je suis assez déçu du niveau de performance de Force India, et j'attends beaucoup mieux de la part de l'équipe canadienne, parce que aujourd'hui ils sont pas au niveau de leur voiture. Ils n'arrivent pas à exploiter leur voiture. C'est pas normal en F1 de pas réussir à exploiter sa voiture. Puis je continue avec un troisième 9 sur 20, c'est pour Daniel Kiat. J'ai hésité entre le 9 sur 20 et le 8 sur 20, mais comme il a devancé Pierre Gasly, je lui ai mis 9 sur 20 en qualification, 15 millième. Mais en course, il s'est pas passé grand chose. Alors c'est intéressant d'apprendre à parler le français, mais il faudrait plutôt qu'il apprenne à être rapide dans son AlphaTauri et arrêter d'être dominé, Pierre Gasly, parce que sinon Tsunoda il est parti pour choper son baquet. Et Kiat, il aura plus que ses yeux sur pleurer, et ça m'étonnerait qu'il réussisse à faire un troisième retour en Formule 1, quoique si Albon était très mauvais,
pourquoi pas reprendre encore 4 une année de plus. Ça serait monsieur comeback chez Red Bull. Mais 9 sur 20 parce qu'il en a manqué quand même ce week-end pour Kiat. Et puis on passe au bonnet d'âne. Alors je commence avec Russell, 8 sur 20. Bonne qualif pour Russell. Par contre en course, pas de rythme. Il y a l'abandon, mais je lui en tiens vraiment pas rigueur parce qu'il peut rien faire sur l'abandon. Par contre, c'est le rythme de course. Il n'avait pas de rythme de course. Les Williams n'avaient pas de rythme de course parce que Latifi, c'était pas beaucoup mieux non plus. Et c'est pour ça que je lui mets 8 sur 20 parce que je pense qu'à Monza, en plus, ça va être difficile pour eux. Ils ont l'air d'embarquer énormément ils ont l'air d'avoir énormément de traînées aérodynamiques qui fait qu'ils ont du mal à être rapides en ligne droite. Et on voyait, c'est l'une des voitures qui était les plus lentes en ligne droite. Après, bon, il fait encore Q2 et ça, c'est encore satisfaisant pour lui. Je continue avec Giovinazzi 7 sur 20. Pourquoi 4 points de moins que Raikkonen? Parce qu'il était quand même derrière les Ferrari au moment où il a son abandon, qui fait une erreur bête quand même. Enfin, je sais pas si c'est à cause de la voiture ou voilà, mais perdre l'arrière à cet endroit-là de la piste, c'est quand même un peu con. Alors, c'est moins con que l'année dernière quand il avait abandonné dans le dernier tour, alors qu'il était 7e ou 8e, mais c'est quand même un peu dommageable. Bon, après Giovinazzi, pour moi, si Raikkonen partait, Giovinazzi partirait aussi, parce que il n'a pas montré grand-chose en F1, il faut le dire, ce petit bonhomme. Et qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est indispensable à la Formule 1? Non. Est-ce que Ferrari a mieux en stock? Oui. Je considère que Schwartzman et même Callum Elliott, c'est beaucoup mieux que Giovinazzi aujourd'hui, qui n'avait déjà pas montré grand-chose dans les catégories intermédiaires. Magnussen, 6 sur 20. Devancé par Romain Grosjean pendant tout le week-end, donc c'est pour ça qu'il y a 2 points de moins. Malgré un bon départ, mais en course ça s'est pas bien passé pour Magnussen, il n'arrivait pas à gérer les pneus. Après, toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il a un moteur Ferrari, que Haas, déjà l'année dernière à Spa, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait été déjà très compliqué pour Haas, donc ça n'a pas été beaucoup plus facile ce week-end pour l'équipe américaine. Voilà, je ne vais pas en rajouter, j'ai déjà dit beaucoup de choses en parlant de Romain Grosjean. Latifi 4 sur 20, pourquoi? Parce que devancé totalement par Russell. Pas de rythme, Latifi. Alors il devance Magnussen, mais c'est un moindre mal avec un moteur Mercedes de devancer comme une Ferrari sur un circuit de vitesse. Après, Latifi n'a jamais été ultra performant à Spa et à Monza. L'année dernière, il avait été en difficulté en F2 sur ces deux circuits, donc c'est une demi-surprise pour moi, mais 4 sur 20 parce que j'ai trouvé décevant et quand même devancé assez largement par Russell, parce que Russell, en qualification, la différence est assez nette avec Latifi, une 43.4, une 44.1. Alors certes à des moments différents, mais il y a quand même une différence assez nette entre les deux pilotes et qui n'arrive pas à se réduire, surtout, ce qui est décevant. On passe à Ferrari, Leclerc 3 sur 20, Vettel 2 sur 20. Du côté de Ferrari, Monza va être une boucherie. Voilà, c'est déjà prédit, hein. Monza va être une boucherie. Ils ont du pot de ne pas avoir les tifosi parce que ils se seraient pris des tomates sur les voitures que ça ne m'aurait pas étonné s'il y avait eu des spectateurs. Mais déjà, le Grand Prix du Mugello, ça va être violent, hein. Ils sont nulle part. J'ai jamais vu Ferrari comme ça. Parce que même en 92, avec Capelli, ils jouaient quand même les points. Là, ils ne jouent même pas les points. Donc, je ne sais pas à quelle époque il faut revenir pour avoir une voiture aussi mauvaise chez Ferrari. Peut-être 88. Et encore. Mais oui. Ou 73. Non, c'était 73, 74. Ça avait été une période assez compliquée pour Ferrari. Mais là, ils sont nulle part. Vettel, bon. Je crois que Vettel, il a compris que l'année prochaine, ce serait dur pour rester en Formule 1. Parce qu'on n'en entend plus parler de son contrat chez
chez Aston Martin, chez Red Bull. Albon est quand même, je pense, en ce moment meilleur que Vettel. Il reste Williams, mais il n'a pas assez d'argent. Donc il vous reste As, mais il y a quand même Perez. Perez est quand même performant en ce moment, je trouve. Plus performant que Vettel. Donc c'est pour ça que je lui mets 2 sur 20. Et puis Leclerc 3 sur 20, parce que là, rien n'a fonctionné pour Leclerc. Des arrêts au stand catastrophiques, mais c'est un engrenage. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand vous avez une voiture qui ne marche pas, l'équipe derrière, le pilote se démobilise, les mécanos derrière se démobilisent aussi parce qu'il y a une sorte d'ambiance un peu morose, un peu consternante dans l'équipe. Et comme derrière ça se démobilise, les arrêts au stand sont moins travaillés, que la voiture elle est moins bien préparée, tout est moins bien fait. Et au bout d'un moment, on va au fond du trou. Et là, Ferrari, Monza, je pense, ça va être le fond du trou, ça va être le cataclysme. Hein. Je suis quand même surpris du côté de Ferrari, je me disais ça hier soir, hein, parlant avec moi-même. Je suis quand même surpris du côté de chez Ferrari, c'est que la direction de Ferrari, tout le groupe Ferrari ne prenne pas des décisions importante pour l'avenir de Ferrari, comme mettre à pied Mattia Binotto ou mettre quelqu'un avec Mattia Binotto, je sais pas, Fred Vasseur par exemple. Et même du côté du groupe Fiat, j'ai l'impression que en ce moment le groupe Fiat il s'en branle complètement de la F1 et pourtant c'est leur vitrine. Hein. C'est la vitrine pour le groupe Fiat Ferrari. C'est la vitrine et quand tu vois que la vitrine est à ce point esquintée et rayée, tu te dis qu'il faudrait peut-être prendre des décisions. Moi, je me rappelle, en 74, c'était Dimon Zemolo qui avait remonté l'équipe et qui avait recruté Niki Lauda. C'est pour ça que Dimon Zemolo et Lauda avaient toujours été assez proches. Ensuite, après, pendant très longtemps, même à l'époque Jaguar, ils se parlaient assez régulièrement parce que Dimon Zemolo doit sa réussite un petit peu à Niki Lauda. Et puis, moi, je me rappelle surtout de 92, où le président de Fiat avait dit à un moment « Stop, on arrête les conneries », et qu'il avait recruté en 93 Jean Todt. Et c'était Agnelli qui avait recruté Jean Todt, avec Dimon Zemolo un peu, en demandant conseil à Dimon Zemolo, mais c'était Agnelli qui avait fait le chèque. Et c'était Agnelli qui avait fait le chèque pour recruter Schumacher, sans consulter vraiment Dimon Zemolo. Mais... je suis consterné par le fait que Fiat ne s'intéresse absolument pas aujourd'hui à la F1 alors que ça nuit à leur image de groupe, hein, très clairement. Et je pense que Ferrari, en ce moment, ils vendent moins de voitures qu'à la grande époque où Michael Schumacher glanait des titres en voiture en voilà, parce que les performances sportives sont vraiment au fond du trou actuellement. On va passer au classement pilote et constructeur. On n'a jamais fait une vidéo aussi longue, je suis en train de me dire, sur la Formule 1. Commence peut-être un petit peu à devenir trop long. On commence Lewis Hamilton, 157 points, 47 points d'avance sur Max Verstappen, 50 points d'avance sur Bottas. Puis on retrouve Albon, Leclerc, Norris, Stroll, Ricciardo et Perez à égalité avec 33 points, Ocon 26 points, Sainz, Gasly, Vettel au fond du trou. Quelques pilotes n'ont encore pas marqué de points, comme Romain Grosjean, Russell, Latifi et Raikkonen. Du côté du classement constructeur, facile, Mercedes qui domine avec 264 points. 158 points pour Red Bull, McLaren 3e pour le moment, grosse bagarre avec Racing Point 4e. Ferrari est 5e et menacé désormais par Renault, et à Monza, Renault devrait être performant et glaner pas mal de points. Puis on retrouve Alpha Tauri, Alpha Romeo qui n'a que 2 points, As 1 point et Williams qui n'a toujours pas marqué de points, et ça ne devrait pas changer la donne du côté de Monza. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.